Dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous nous suivez à la télé, vous êtes sur Kavi TV à la radio. Vous nous écoutez sur la 89.5. Au menu de ce matin, en Guinée, la haute autorité de la communication annonce l'organisation d'un forum national sur l'avenir de la presse prévu du 19 au 21 mai. À Conakry, cette initiative rassemblera acteurs locaux et partenaires étrangers venus du Mali, du Maroc, du Sénégal ou encore de la Côte d'Ivoire. Objectif, faire un diagnostic clair du secteur des médias en République de Guinée en identifiant les faiblesses, les défis et surtout proposer des solutions concrètes. Pour en parler, nous recevons comme invité Monsieur Boubacar Yassine Diallo. Il est le président de la haute autorité de la communication HAC. En Côte d'Ivoire, c'est un coup de tonnerre politique. Tidiane Thiam annonce son retrait de la présidence du PDCI-RDA, une décision qu'il justifie par ce qu'il appelle un harcèlement judiciaire, alors même que son dossier est en cours devant la justice. Ce départ intervient à quelques mois de la présidentielle. Quelles conséquences pour le parti de Houphouët-Boigny et qui pour relancer l'opposition? Nous poserons toutes ces questions à notre invité, Aïcha Gara. Elle est présidente des journalistes d'investigation du nord de la Côte d'Ivoire. Au Mali, la disparition inquiétante de deux figures de l'opposition fait réagir la société civile et les défenseurs des droits humains. Abba Alassane et El Bachir Thiam auraient été enlevés jeudi dernier à Bamako et Kati par des hommes armés et masqués. Aucune trace dans les commissariats. L'ONG Human Rights Watch évoque des disparitions forcées dans un contexte politique particulièrement tendu. Nous serons en ligne depuis Bamako avec notre confrère Issa Omar Togola. Il est aussi journaliste. Sur le plan diplomatique, nouvelle brouille entre Paris et Alger. L'Algérie expulse une nouvelle fois plusieurs fonctionnaires français qu'elle juge en situation irrégulière. La France, de son côté, promet de réagir de manière immédiate. Une tension de plus dans une relation bilatérale déjà sous haute pression. On en parle également dans cette émission. Le scanner, dans la dernière partie, les États-Unis et la Chine ont annoncé lundi suspendre pour 90 jours d'ici le 14 mai 2025 la majeure partie des droits de douane prohibitifs qu'ils s'étaient mutuellement imposés. Washington et Pékin cherchent à mettre fin à une guerre commerciale qui a perturbé l'économie mondiale et mis les marchés financiers à rude épreuve. L'annonce de la trêve est intervenue ce lundi 12 mai dans un communiqué commun publié après 2 jours de négociations à Genève. Mais que faut-il comprendre de cette trêve de 90 jours annoncée entre Pékin et Washington? Les débatteurs vous livrent les derniers développements. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias autour de moi. Avec moi, les débatteurs de chaque matin. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mamadou Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour à tout le monde. La haute autorité de la communication annonce la tenue d'un forum national sur l'avenir de la presse. 3 jours d'échange sont prévus à Conakry du 19 au 21 mai en présence de délégations venues du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore du Maroc. Une initiative ambitieuse, si il faut le dire, dans un contexte où les médias guinéens font face à de nombreux défis. Mais au-delà des intentions, que
peut réellement changer ce forum pour la presse, Mamadou Diam? Oui, Abdallah, vous l'avez dit, l'événement se tiendra ici à Conakry, en République de Guinée, qui réunira beaucoup de pays venus un peu partout de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire. Vous l'avez cité un peu, le Mali et le Mali, Sénégal. exactement, le Sénégal également. Alors, c'est un événement peut-être d'une première du genre ici en Guinée, Abdallah, il faut le dire, dans un contexte aussi très tendu. Nous nous souvenons, il y a depuis quelques mois ou quelques années déjà, une situation tendue dans la presse guinéenne aujourd'hui, avec la fermeture de quelques médias, la disparition de quelques journalistes, il faut le dire, Abdallah. Et donc, trouver des solutions, réunir des hautes autorités de la communication de la sous-région et surtout beaucoup d'experts également pour réfléchir sur l'avenir de cette presse guinéenne, je crois que c'est extrêmement important et c'est ce que je prévois justement à la haute autorité de la communication à partir du lundi prochain pour 3 jours, ça sera justement jusqu'au mardi pour trouver des solutions. Jusqu'au mercredi, pardon, pour trouver des solutions justement à ce problème et qui assaille aujourd'hui la presse guinéenne et surtout la haute autorité de la communication aussi qui ne reste pas en marge donc de cette situation, Abdallah. Bien. Pour en savoir davantage, oui, Mamadou Diam. Alors peut-être vous posiez la question de savoir ce que pourrait éventuellement changer cette rencontre dans la presse guinéenne et surtout la liberté d'expression, Abdallah. Il y a beaucoup de choses qui sont attendues, des résolutions notamment de cette rencontre. Entre autres, on pourrait peut-être éventuellement envisager un cadre législatif ou un cadre judiciaire beaucoup plus accentué aussi. C'est vrai qu'il y a des lois qui existent, qui sont appliquées, mais renforcer ces lois-là, ces coopérations-là, je crois que ça pourrait aussi renforcer la liberté d'expression, surtout réglementer le secteur beaucoup plus de cela. Alors, Abdallah, renforcement aussi de la liberté de la presse, justement, les autorités pourront s'engager avec des experts, pourront s'engager à faire autant que ces pays, quand on prend l'exemple du Sénégal, du Maroc peut-être ou de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que la situation peut paraître la même, mais quand même il y a une petite différence. Donc s'inspirer de ce que les autres font pour la Guinée, je crois c'est aussi important. Alors l'autre chose que justement pourrait changer éventuellement, Abdallah, cette rencontre, c'est justement la situation économique des médias ici en République de Guinée. S'inspirer du modèle économique de la presse de la sous-région peut-être aussi pourrait beaucoup changer, Abdallah, surtout quand on regarde cette mutation aujourd'hui que prend la presse, notamment avec la presse écrite qui est menacée de disparition et les presses également traditionnelles, Abdallah, qui ne parviennent plus en tout cas à s'autofinancer ou à renflouer un peu ses caisses. C'est justement entre autres solutions que pourrait revoir cette rencontre, Abdallah Camara. Bien, pour en savoir davantage, je le rappelais tantôt, le président de la haute autorité de la communication est en ligne, Monsieur Boubacar Yassine Diallo. Bonjour. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Merci d'intervenir sur Kavi Média. Pourquoi ce forum, Monsieur le Président? Je pense que votre collaborateur qui vient de s'exprimer a bien résumé notre pensée. Bien. Et déjà, il a fait l'état des lieux, c'est ce que nous envisageons. Et ce que nous allons ajouter, c'est fédérer les réponses à toutes les questions qu'il vient de poser lui-même et à la courte mais profonde analyse qu'il vient de faire. Et c'est cela le résumé. Il a très bien compris l'esprit de ce forum. Et je pense qu'il viendra pour partager son expérience, bien qu'il soit jeune. Mais ce qu'il dit me paraît tout à fait impressionnant et fondé. Bien. Donc nous voulons parler de l'avenir de la presse. Moi, je suis un témoin de cette presse depuis 40 ans maintenant. Et j'ai comme l'impression qu'elle piétine à tout point de vue. Et il a touché 2 points essentiels. Le premier point, c'est la question réglementaire, la question législative et réglementaire. Et c'est pour ça que nous avons prévu un panel de haut niveau
avec comme thème « Quels défis juridiques et réglementaires pour les médias à l'ère de la transformation numérique de la communication ». Il a cité un exemple assez malheureux chez nous, la presse écrite qui est en train de disparaître, mais les raisons sont profondes et lointaines. La presse écrite existe depuis des décennies. La Guinée n'a pas de quotidien, en dehors de Oroya et peut-être d'un autre journal privé. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas parce que il y a des mutations techniques et technologiques, c'est parce que des entreprises de presse n'ont pas pu se constituer. Donc, la première démarche, c'est de voir comment créer des entreprises de presse en République de Guinée. Et malheureusement, si vous regardez aujourd'hui, lors d'une cérémonie publique, vous voyez une vingtaine, une trentaine de micros d'organes qui ne sont même pas connus. Parce que chaque journaliste est devenu un patron d'une presse en ligne. La faute à qui, Monsieur le Président? Mais la faute déjà, parce que la loi est en retard par rapport aux mutations techniques et technologiques, donc il va falloir modifier et la loi sur la liberté de la presse et la loi sur la haute autorité de la communication pour tenir compte de la nouvelle réalité, par exemple, des web radios et des web TV qui ne sont pas, qui sont ignorés pour le moment dans nos lois, mais qui existent dans les faits. Et ensuite, vous êtes au courant, chaque journaliste ou presque a créé un site. Donc, il est à la fois employé et employeur. La deuxième chose, c'est le modèle économique. Vous l'avez touché également. Si vous allez dans les pays, et d'ailleurs les présidents des instances de régulation de ces pays vont faire des révélations, si vous êtes une radio, une télé, vous devez payer vos redevances, vous devez payer vos impôts. Mais quels sont ceux qui payent les redevances et les impôts? J'ai été président de l'Urtelgui depuis maintenant 10 ans. On parle de redevances, d'arriérés de redevances. Il faut que les gens acceptent. Si vous voulez être un organe de presse, que vous remplissiez pleinement les critères. Et d'ailleurs, j'ouvre une fenêtre, c'est pour ça que la convention collective n'a pas été signée. Parce que les patrons ont exigé que les journalistes choisissent ou d'être patrons ou d'être employés. Les deux ne sont pas possibles et ce n'est qu'en Guinée, ou presque, où vous voyez ce désordre dans le secteur des médias. Je pense que la réflexion devrait porter sur cela. Ensuite, Monsieur le Président, vous faites une grosse révélation. Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous faites une grosse révélation. Vous dites, à vous entendre, que la convention collective n'a pas été signée parce que les patrons de presse imposent aux journalistes de choisir entre être employé ou employeur. C'est ce qu'on doit retenir de ce que vous venez de dire, votre intervention. Je le dis parce que, avant d'être président de la HAC, j'ai présidé la commission qui s'est chargé de rédiger les textes de la convention collective, et c'était le point, il y avait 2 points d'achoppement. Le premier point, c'était le traitement salarial, parce que les patrons de presse ont dit qu'ils ne gagnaient pas assez pour pouvoir payer beaucoup, et là, on était près d'une solution. Mais le gros problème que les patrons ont posé, c'est de dire qu'ils remarquent qu'il y a des employés qui sont des employeurs et que les journalistes devaient choisir. Malheureusement, Covid était arrivé en temps et les débats n'ont pas pu se poursuivre. Donc nous avons inscrit un panel où justement nous parlerons de la convention collective et de l'organe de l'autorégulation. Bien. Parce que si la convention collective est signée, elle met les journalistes à l'abri. C'est la Guinée où vous voyez des journalistes qui n'ont pas de salaire. Ou quand ils ont un salaire, ils ne sont pas payés. Cela doit cesser. Mais la raison principale, c'est que des entreprises de presse ne sont pas constituées. Il y a des organes de presse, parfois d'ailleurs, où vous voyez le propriétaire, il est le red chef, il est le secrétaire général, il est le comptable, il est le seul reporter.
et il fait du plagiat. C'est-à-dire qu'il ramasse tout ce qui est écrit, il met sur son site, et après, puisque la subvention est mal distribuée, et je l'assume, et je le dis, elle est mal distribuée, parce qu'on distribue à l'organe qui existe, et malheureusement, si un journaliste a 12 millions, par exemple, par an, ça lui fait 1 million par mois pendant l'année, il peut ne pas travailler, parce que généralement, là où il travaille, il gagne au maximum peut-être 1 million. Donc ça, ce sont des questions de fond, et nous devons pouvoir nous le dire face à face. Parce que si le journaliste n'est pas bien payé, il verse dans la corruption ou dans la flagornerie. C'est ça le problème. Il faut qu'on se dise les choses très en face. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de dérapages. Et nous avons prévu un panel, dérapage dans la presse, quelle solution? C'est-à-dire nous laissons la parole aux journalistes, aux associations et aux syndicats pour nous indiquer les meilleures voies pour mettre les journalistes à l'abri, pour éviter les dérapages. Parce qu'il y a 2 types de dérapages. Il y a des journalistes qui dérapent parce qu'ils ne sont pas bien formés. Eux, ils doivent être formés. Et il y en a qui le font parce qu'ils sont corrompus. N'ayons pas peur des mots. Il y a des journalistes qui sont corrompus. D'accord, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si vous permettez, allez-y. Oui, allez-y. D'accord, si vous permettez, question de formation, vous en parlez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à la fin de ce forum-là qu'il y ait des conventions ou qu'il y ait des partenariats qui sont signés avec ces pays qui viendront assister justement à ce forum-là en termes de formation pour les journalistes guinéens aussi? Mais bien sûr, ce que nous envisageons, c'est que à l'issue de ce forum, que nous puissions, par exemple, envoyer dans ces pays des commissaires de la haute autorité et des journalistes pour aller échanger avec leurs collaborateurs. Ça, nous l'avons prévu dans notre budget 2025. Et là, nous prendrons des journalistes comme vous, qui comprenez très bien le sens de l'exercice de la profession. Parce que le journaliste, il doit être libre, mais en même temps, il doit être responsable. Donc, nous envisageons d'envoyer quelques commissaires et quelques journalistes dans ces pays-là, et puis dans d'autres pays comme au Togo, comme au Bénin, où nous sommes très sollicités, et nous viendrons aussi partager notre expérience. C'est-à-dire, nous n'irons pas que pour prendre leur expérience, mais nous apportons notre expérience. N'oublions pas, la Guinée est l'un des rares pays de la sous-région où la dépénalisation des délits de presse se trouve dans la loi. Les autres, dans les pays qu'on cite en exemple, les journalistes vont tous les jours en prison. J'ai vu, vous avez cité quelques cas, nous les évoquerons. Et c'est pour ça que nous avons invité les présidents des institutions. Et il y a expérience pays, c'est-à-dire que chacun d'eux, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, chacun d'eux nous parlera de l'expérience pays, sur l'exercice du journalisme, sur la législation et la gestion des élections et référendums. Nous les avons fait venir aussi parce que nous allons vers un référendum et probablement des élections législatives et présidentielles en 2025. Donc il faut partager cette expérience, parce qu'eux, ils ont organisé des référendums et des élections. Nous, on n'a pas organisé beaucoup de référendums, donc nous allons prendre leur expérience pour nous et pour les journalistes. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on a un panel sur la convention collective. Nous allons aider les patrons et le syndicat. À côté du ministère de la fonction publique, j'ai entendu le ministre dire qu'il était sur le chantier. Nous allons les accompagner pour que cette convention collective soit signée d'ici la fin de l'année, pour que les journalistes soient à l'abri et que les organes qui ne peuvent pas payer leurs journalistes, les assurer à la caisse de sécurité sociale, payer leurs redevances et leurs impôts, disparaissent tout simplement. Alors... Parce que, excusez-moi, parce que ces organes viennent plutôt sur le terrain d'autres médias qui dépensent beaucoup et qui gagnent peu. Et cette concurrence déloyale aussi mérite d'être dénoncée et il faut y mettre fin. Alors justement, parlant de cette concurrence déloyale, quelle
le rôle de l'État pour pouvoir permettre à ces médias aussi d'accéder spot publicitaire, mais aussi aux contrats liés aux institutions et voilà, donc de l'État. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est cette question encore lancinante liée à cette crise qui existe entre l'État et certains médias dans notre pays. Nous avons assisté à la fermeture de certains médias. Que peut-on entendre en termes de réformes juridiques pour pouvoir rééquilibrer les relations entre l'État et la presse? Bon, vous savez, le pouvoir et la presse, c'est la langue et les dents. Ils vivent ensemble, les dents mordent de la langue et aucun médecin n'intervient. La langue guérit toute seule. C'est une image, mais c'est une réalité également. La presse, elle est libre en Guinée. Moi, j'ai été un journaliste d'investigation sur les médias d'État. Le président de la République, à l'époque, le général Conté, m'a protégé, il m'a encouragé. Mais parce que je travaille sur des faits et qu'on ne pouvait pas démentir les informations que je diffusais. Je pense que tout pouvoir a besoin de savoir ce qui ne va pas pour pouvoir corriger. Mais quand vous avez quelques journalistes qui disent ce qu'ils veulent et pas ce qui est, ils ne peuvent pas s'entendre avec n'importe quel pouvoir, que ce soit en Guinée ou ailleurs. D'ailleurs, vous avez vu maintenant, prenez le cas du Sénégal, j'ai cru comprendre que plus de 300 organes vont disparaître, alors que c'est un nouveau pouvoir. Vous avez vu en France où une chaîne la plus populaire a été fermée. Ouais. On n'a pas renouvelé sa licence à cause d'un journaliste et une émission. Vous avez vu ce qui se passe aux États-Unis. Donc, il faut que les journalistes acceptent de faire leur travail en toute conscience et en toute liberté. Moi, je serai le premier garant d'un journaliste qui fait correctement son travail, je serai de son côté. Quelles que soient les conséquences. C'est là que je rebondis. Monsieur le Président, c'est là nous rebondissons. Il y a quand même cette initiative d'autorégulation des médias OGAM qui a été soutenue par les patrons de presse, notamment l'URTELGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Aujourd'hui, est-ce que la RAC envisage des réformes dans ce sens? Maintenant, c'est qu'au cours de ce forum, si les patrons et les journalistes le souhaitent, nous allons sortir un texte régissant cette autorégulation-là et nous serons porteurs de ce texte auprès des autorités administratives et politiques. Ça, c'est un souhait pour nous. Notre souhait, c'est qu'à l'issue de ce forum, qu'une convention collective acceptée par les patrons et le syndicat et les journalistes sorte et qu'un texte réglementant l'autorégulation sorte, ce serait un grand succès de ce forum-là, c'est tout mon espoir. Bien. La presse privée, si je peux me le permettre, est souvent perçue comme fragilisée économiquement. Une presse plus responsable, quand même, suppose, Monsieur le Président, aussi une régulation plus crédible. Est-ce qu'aujourd'hui, la RAC peut-elle jouer ce rôle sans soupçon de parti pris? Parce que, comme on a vu des sorties, des sanctions qui tombaient, des journalistes qui revendiquaient. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à cela? On n'a jamais sanctionné un journaliste et un journal sans que ça ne crie. C'est ici, c'est ailleurs. Ça, c'est la presse qui se défend et c'est normal. Moi, je ne suis pas contre qu'un journaliste critique une décision que nous prenons. Mais moi, je vous dis, toute décision que nous prenons ici contre un journaliste ou un organe, elle est motivée. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont été cités devant notre conseil et qui avaient raison. Et nous avons dit aux plaignants que les journalistes avaient raison. Ils n'ont pas été sanctionnés. Il y a des cas. Et nous avons réglé beaucoup de cas à l'amiable. On nous reproche de ne pas communiquer sur ce que nous faisons de bien. Je pense que ça a été une erreur de notre part. Je l'assume personnellement. Mais il y a beaucoup de journalistes honnêtes qui vous diront qu'il y a eu des plaintes contre eux. Nous avons trouvé qu'ils ont raison. On a dit aux plaignants qu'ils avaient tort. Et parfois, on a réglé à l'amiable. Oui. Donc ça, nous le faisons. Maintenant,
ceux que nous sanctionnons, nous les sanctionnons en fonction de la loi. Mais je voudrais vous rappeler que pendant 2 ans, depuis notre arrivée ici, on avait refusé de sanctionner. Jusqu'au jour où des journalistes sont venus ici devant nous pour nous dire que s'il y a des ordres dans la presse, c'est parce que vous ne sanctionnez pas. Ils nous l'ont dit ici, et d'ailleurs, pas avec beaucoup de respect. Donc nous nous sommes dit, bon voilà, si ils font des fautes, nous les conseillons, nous passons par la méthode pédagogique, et que c'est eux qui nous disent qu'il y a des ordres parce que nous ne sanctionnons pas, nous avons donc décidé d'appliquer la loi. Et d'ailleurs, la loi dit que si nous prenons une décision, la personne qui croit être lésée peut l'attaquer devant la Cour suprême. Il y a eu 3 ou 4 organes ou groupes d'organes qui nous ont attaqués à la Cour suprême. Heureusement, nous avons eu raison. Et d'ailleurs, pour un cas, c'est l'avocat même de l'organe qui a porté l'affaire à la presse pour dire que c'est la HAC qui a plutôt gagné. Donc, nous conseillons, mais pour les recalcitrants, nous n'hésiterons pas à les sanctionner. Parce qu'autrement, il faut supprimer les lois et la HAC. Alors, Monsieur le Président, quand on revient sur le forum qui est prévu pour ce 19-là, est-ce qu'il y a des pistes concrètes qui seront proposées pour accompagner justement les médias traditionnels dans cette mutation technologique que nous abordions un peu plus tôt? Je pense que la première démarche, c'est que le CNT prenne en compte les mutations techniques et technologiques pour les intégrer dans la loi sur la liberté de la presse. Par exemple, reconnaître l'existence des web TV, des web radios, parce que ces médias existent, donc il faut les intégrer dans la loi, les encadrer, pour que ceux qui souhaitent les créer puissent se mettre dans les normes requises et du point de vue législatif et du point de vue réglementaire. Ensuite, intégrer les réseaux sociaux. Il y a maintenant des pays voisins, d'ailleurs, les présidents vont nous expliquer. Il y a des pays où quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux, je crois au Mali, c'est 5000 personnes. Si vous avez 5000 abonnés, on vous considère comme un média. Et je crois en Côte d'Ivoire, c'est 20 000. Ils nous diront s'il y a des erreurs, on va les corriger. Mais c'est quantifié. Dès qu'un citoyen atteint ce nombre d'abonnés, son organe est considéré comme un média et donc doit répondre aux charges qui incombent aux médias. Donc je pense que ce sont des pratiques que le CNT va intégrer dans la loi. Et d'ailleurs, nous avons invité le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, qui a accepté de venir prendre la parole dans la cérémonie d'ouverture parce que c'est un acteur clé. Bien. La deuxième chose, il faut que des entreprises de presse se créent. Je pense que le regroupement est la meilleure solution. Que 10 journalistes qui ont 10 sites se retrouvent pour créer, par exemple, un organe viable pour que cet organe puisse bénéficier des avantages. Parce que vous parlez de la publicité. Oui. L'annonceur envoie sa publicité là où il y a affluence d'auditeurs et de téléspectateurs. Hein. C'est pas de la charité. Bien. L'État aussi, c'est la même chose. Si l'État veut faire de la communication institutionnelle, l'État envoie ça aussi là où, d'ailleurs, dans certains pays, la subvention est répartie en fonction de l'audience de l'organe. Mais ici, la répartition est mécanique. On dit un organe est égal à 1. Donc, si Kavi, qui dépense des dizaines de millions pour payer ses redevances, ses impôts et tout à 20 millions, ben, une radio communautaire qui ne paye rien à 20 millions. Ce n'est pas normal, mais c'est moi qui l'ai imposé quand j'étais président de l'URTELGI, parce qu'à l'époque, il fallait tirer tout le monde vers le haut. Bien. Mais donc ça, c'est des pratiques qui doivent changer, parce que la concurrence dans les médias
nous sommes des journalistes et des médias, mais nous sommes des concurrents. Ouais. D'abord sur l'actualité, deuxièmement sur la publicité, parce qu'il faut vivre. Bien. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication. Merci, monsieur le président, d'être intervenu dans cette émission et sur Kavi Média. Voilà, je vous remercie et je pense que si tout le monde avait compris comme vous l'esprit de ce forum, au sortir de ce forum, la presse se portera mieux. Bien, on l'espère. Allez, merci. On part en Côte d'Ivoire, Diallo, c'est un véritable séisme politique. Tidiane Thiam jette l'éponge. Il quitte la présidence du PDCI RDA, dénonçant un harcèlement judiciaire. Au moment même où son sort est en débat devant la justice, cette décision, il faut le rappeler, fragilise davantage l'opposition ivoirienne à quelques mois d'un scrutin crucial. Oui, ça s'est pris dans la démission de Tidiane Thiam, qui est beaucoup considéré comme étant une stratégie aussi de pouvoir rebondir. Ça s'est pris mais sa déclaration quand même a édifié les uns et les autres sur son avenir politique et ses ambitions en ce qui concerne la présidence du PDCI. Vous vous rappelez très bien qu'il y a eu un long feuilleton judiciaire, enfin politico-judiciaire, il faut le dire, puisque c'est le président du PDCI qui, il faut le rappeler, s'est inscrit sur la liste électorale en 2022. Après cette inscription, il a été désigné comme étant le président, le successeur de l'ancien président décédé, Arikon Ampédié, donc qui était le président du PDCI. Désigné président, il s'apprêtait à participer à ces élections qui se pointent à l'horizon en octobre 2025. Entre-temps, on l'avait opposé, c'est l'article 48 du Code de la citoyenneté ou de la nationalité en Côte d'Ivoire pour pouvoir dire tout simplement que Tidiane Thiam n'était pas ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale. Alors, d'autant plus que Tidiane Thiam avait quand même acquis, disons, sa nationalité française en 1986-89. Alors, ce qui veut dire, de facto, il perdait la nationalité ivoirienne. Alors, il revient conscient de cette situation. Il avait renoncé en mars dernier sa nationalité française. Donc, de facto, dès l'instant qu'il avait renoncé à cette nationalité, il redevenait des droits un citoyen ivoirien. Alors, finalement, les autorités se sont exprimées là-dessus en disant que Tidiane Thiam est désormais considéré comme étant un citoyen ivoirien. Pendant que son inscription sur la liste électorale datait de 2022. Donc, ce qui veut dire tout simplement que Tidiane Thiam, pour être plus bref, peut-être reviendra à la tête du PDCI, mais il va être très difficile pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle prochaine. Donc, parce que tout simplement, il n'est plus inscrit sur la liste électorale. Eh bien, plus loin, il n'y a pas une possibilité aussi de révision de la liste électorale, en tout cas avant ce scrutin présidentiel. Donc, ce qui veut dire que Tidiane Thiam ne pourrait pas être justement candidat à l'élection présidentielle. Donc, maintenant, pour sa candidature au niveau de la tête de la présidence du PDCI, vous savez très bien qu'il y avait des débats internes, quelquefois qu'on peut considérer comme étant des bisbilles. Parce qu'on nous apprend que c'est une militante de son propre parti qui avait contesté sa légitimité au sein de son parti. Alors, donc des contestations internes. Justement, tout est parti de là-bas parce que c'est l'argument quand même qui est mis en avant par le pouvoir ivoirien pour dire que, attention, le problème est parti de son camp. Et finalement, l'État s'en est saisi de ce problème en invoquant effectivement cet article 48 dont nous parlions tout à l'heure. Donc finalement, Tidiane Thiam peut-être reviendra président au niveau de son parti. Mais en ce qui concerne la présidentielle, je crois que tout semble indiquer qu'il ne pourra plus parce qu'il n'y aura pas, à moins que ça soit, disons, une entente politique entre le pouvoir en place et lui, Tidiane Thiam, ce qui n'est pas de près, ce qui ne sera pas arrivé de près. Alors, ce qui va se passer, c'est que finalement, il va essayer non seulement de contester lui aussi à son tour ou de prouver le contraire de ce que beaucoup pensaient, parce que vous vous rappelez très bien, nous avions reçu ici un ancien du PDCI, désormais membre du RHDP, qui a rejoint la mouvance présidentielle, qui nous expliquait effectivement ces problèmes de légitimité de Tidiane Thiam au niveau du PDCI. Alors, est-ce que Tidiane Thiam est illégitime jusqu'au point où
on remet en cause sa légitimité au niveau de la tête de ce parti-là. La question reste posée, d'autant plus qu'aujourd'hui, plusieurs militants de son parti, disons, réclament son retour à la tête de ce parti-là. Donc, un congrès extraordinaire est annoncé. Je crois que ce serait le mercredi prochain, pour pouvoir, disons, procéder à l'élection de nouveaux présidents. Disons, à laquelle élection Tidjane lui-même compte y participer. Donc, on le dit officieusement, Tidjane pourrait être aussi réélu à la tête de ce parti. Donc ça veut dire que c'est une façon non seulement de répondre de l'autre côté à ces contestations internes, mais aussi de dire au pouvoir, attention, ici au niveau du PDCI, il s'agit de Tidjane Thiam. Il n'y a pas un autre candidat sinon que Tidjane Thiam. Bien, au bout du fil, on l'a déjà en direct. Aïcha Diarra, journaliste d'investigation du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour, bienvenue Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Abdallah Kamara. Comment ça va ce matin? Merci, bonjour Abdallah Kamara. Ça va. On parle de cette actualité. Tidjane Thiam a surpris plus d'un en annonçant son retrait de la présidence du PDCI. Vous avez écouté notre ami Yaya Diallo qui développait un peu cette actualité. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui pourraient expliquer une telle décision? Au vu de la récente distribution sur la liste au moment de son accessibilité à la présidence du PDCI RDA n'était pas exclusivement ivoirien, comme le demandent les thèses du vieux parti, comme le confrère le disait tout à l'heure sur votre plateau. Du coup, il pourrait de nouveau avoir un camouflet judiciaire entre le procès qu'il oppose à Valérie Yapo, qui conteste son éligibilité à la tête du parti, comme d'autres cas du PDCI tels que Jean-Luc Billon, Dick Kawé et elle-même Valérie Yapo. Donc, on pourrait dire que cette décision de Tidjane Thiam, c'est par anticipation qu'il a prise afin d'éviter à son parti et lui-même de subir la rigueur de la loi. Parce que étant donné que cette décision de justice sera rendue le 15 de ce mois, c'est-à-dire le 15 mai, et si cette décision est en défaveur de Tidjane Thiam, ce qui est fort probable d'ailleurs, ce qui mettrait en question toutes les décision prise à la tête du PDCI en mai 2023 jusqu'à ce jour. Bien. Alors, pour ne pas vivre cette difficulté-là, il a anticipé tout simplement sur cette décision de justice. Bien. Cette démission est juste une stratégie politique. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que cette démission est le reflet d'une crise de leadership? Yaya Diallo soulevait la question d'une crise de fond que traverse son parti. Bien sûr, et c'est connu de tous que les conditions d'accession à la tête du PDCI de Tidjane Thiam sont vigoureusement contestées jusqu'à ce jour par plusieurs cadres de ce parti, avec en tête de pro Valérie Yapo. Voilà. Quant à Jean-Luc Billon, il est avant la décision de justice qui, par voie de conséquence, l'a retiré de la liste électorale que Tidjane Thiam ne pouvait briguer la magistrature suprême, puisque étant quelque peu étranger au milieu politique ivoirien. Pour lui, c'était le mauvais cheval sur lequel il ne fallait pas du tout miser, contrairement à lui. Et bien d'autres cadres aussi qui se trouvent au sein du PDCI. C'est un parti quand même qui regorge de très bons cadres qui, selon les tests du PDCI, répondaient à tous les critères pour pouvoir être à la tête de ce parti. Ils ont préféré en tout cas installer Tidjane Thiam coûte que coûte, malgré ces déboires avec la justice qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on sait très bien que Thiam s'est inscrit sur la liste électorale en 2022. En tout cas, à l'analyse de certains spécialistes à la matière, il n'y a pas une possibilité de créer un couloir de réinscription de M. Tidjane Thiam. Alors, que risque-t-il? Oui, effectivement. La décision de justice qui a été prise contre Tidjane Thiam est irrévocable selon la justice ivoirienne. C'est une décision qui est irrévocable. Donc, ce sera difficile pour Tidjane Thiam d'être de nouveau inscrit sur cette liste électorale. Donc, le faire, c'est d'abord faire une force signe avec la justice, faire un bras de fer avec la justice, sachant pertinemment les décisions qui avaient été déjà prises en amont. Donc, c'est un jeu dangereux que le PDCI est en train de jouer, d'autant plus que nous sommes très proches d'octobre 2025.
Et en ce moment-là, le PDCI est encore dans ces histoires de débats judiciaires, pendant que le RHDP, par exemple, est sur le terrain et déjà pour préparer ses membres à briguer la magistrature suprême à la fin des élections en octobre 2025. Raison pour laquelle je vais rebondir même. Ce départ relance-t-il les ambitions du camp présidentiel ou d'autres figures de l'opposition, Aïcha? D'autres figures de l'opposition. Il faut comprendre que le départ de Tidiane Thiam n'est pas vraiment un départ. C'est un repli stratégique, comme je l'ai dit en début. C'est un repli stratégique de sorte à ne pas mettre en difficulté le PDCI, RDA juridiquement. Car s'il venait à perdre ce procès, Valérie Yapo, cela aurait des conséquences sur la vie même du parti. Car cette dernière conteste non seulement l'élection de Tidiane Thiam, mais aussi toutes les décisions qu'il a prises jusque-là. Bien, hein, Aïcha Diarra, du côté de la Côte d'Ivoire. Alors Aïcha, au niveau du PDCI, puisque nous avons entendu quand même certains militants, qu'est-ce qui s'est dit à l'interne au cas où si la tête de Tidiane posait problème? Est-ce qu'il y a un plan B qui pourrait justement se profiler à l'horizon? C'est là le véritable problème du PDCI actuellement, parce qu'on va plutôt les nommer l'aile dure du PDCI, ceux à qui appartiennent les... On a des soucis de connexion ce matin. Aïcha Diarra, journaliste, présidente des journalistes d'investigation du Nord de la Côte d'Ivoire, qui intervient chez nous à l'instant même. Avec elle, nous parlons de ce sujet. Tidiane Thiam qui se retire de la présidence du PDCI RDA. On va essayer de la joindre à nouveau pour essayer de comprendre. Oui, Aïcha, nous vous écoutons. Vous m'entendez? Oui, allez-y, nous vous attendons. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons, allez-y. Vous m'entendez? Est-ce qu'elle a le retour? Elle a un problème de retour, elle n'a pas le retour. Aïcha, est-ce que vous avez le retour? Est-ce que vous nous recevez chez vous là-bas? On va voir, on va, avec la réalisation, résoudre rapidement ce petit souci technique. Aïcha Diarra du côté de la Côte d'Ivoire qui intervient sur ce retrait, si on peut l'appeler, retrait stratégique comme elle l'a mentionné, de Tidiane Thiam de la présidence du PDCI RDA. Oui, Dian, avant de retrouver Aïcha, le PDCI peut-il encore jouer un rôle majeur dans l'échéance de 2025? On me signale que Aïcha est là. Oui, Aïcha. Allô? Oui, vous nous recevez, Aïcha? Malheureusement, je crois qu'elle n'a pas de retour. Alors, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Est-ce que vous nous recevez? Ah, elle ne nous reçoit pas. Donc, on va... Oui, Dian, je me tourne vers toi. Le PDCI peut-il encore jouer? Oui, Aïcha, est-ce que vous nous recevez? Non, je pense pas. Je pense qu'elle n'a pas de retour. Le PDCI peut-il encore jouer un rôle majeur dans l'échéance 2025? Je crois qu'il y a déjà une grande chance à Abdallah, il faut le dire, parce que c'est un parti historique, il faut le dire. Donc, son histoire en tant que parti fondateur d'ailleurs de la Côte d'Ivoire lui réfère vraiment une grande chance, et surtout son implantation également à l'intérieur du pays, qui n'est pas à négliger, Abdallah, à ce niveau-là. Donc, résoudre le problème interne et peut-être revenir sur l'échiquier politique national ivoirien, je crois que c'est tout à fait jouable. Ouais. Qui pourrait aujourd'hui incarner un renouveau crédible pour le PDCI? Parce que beaucoup de candidats sont... Mais vous croyez à un retour même de Tidiane Thiam? Vous n'excluez pas cela? Justement, vous savez, l'arrivée de Tidiane Thiam avait suscité quand même beaucoup de discussions à l'interne. Vous savez, après le décès de ce leader charismatique, en l'occurrence Hari Konan Bédié, il fallait chercher quelqu'un aussi de la même stature, ou à peu près, d'Hari Konan Bédié pour pouvoir justement diriger le parti. Alors, qui fallait-il choisir en ce moment-là? Je crois qu'au regard de son parcours administratif et politique, on a dit choisir Tidiane Thiam pour pouvoir succéder à Hari Konan Bédié. Donc, ça veut dire que tout ce qui conteste aujourd'hui sa légitimité y était.
mais les uns et les autres ont décidé, notamment aussi les charges, puisque nous avons des charges traditionnelles qui jouent un rôle important dans le choix. Bien. Et finalement, les uns et les autres ont décidé que Tidiane soit désigné comme étant le président du parti, en ayant justement des qualités en son sein et justement aussi son background à l'international. Donc, tous ces aspects-là ont dû peser pour pouvoir choisir Tidiane Thiam. Aïcha Diarra, au bout du fil. Oui, Aïcha, vous répondez tantôt à cette question de Yaya Diallo. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. S'il peut me reposer... Oui, allô? Oui, Yaya, et on va reprendre avec la question. S'il peut me reposer la question. Oui, répondre avec la question. Justement, c'est cette inscription de Tidiane Thiam. On était au niveau de l'inscription. Nous avons dit que finalement, ici, les choses continuent comme ça. Vous rappeliez tout à l'heure que la justice ivoirienne semble être ferme là-dessus. On n'y reviendra pas. Oui, alors, est-ce qu'il y a une autre voie ou un autre plan à l'intérieur du parti pouvant éviter au PDCI de perdre totalement ces élections? On pourrait dire que, si je dois les nommer ainsi, les plus excités au PDCI actuellement sont ceux qui n'ont pas ni de plan B, ni de plan C, ni de plan Z, comme il le dit. C'est Tidiane Thiam ou rien. D'accord. Voilà, c'est Tidiane Thiam ou rien. Voilà, c'est qui d'ailleurs même pour certains partisans du PDCI qui aimeraient qu'il y ait une autre personne à la tête ne sont pas trop d'accord pour ce congrès extraordinaire qui a été annoncé pour mercredi parce qu'ils trouvent que c'est trop anticipé. Bien. Qui sont-ils? C'est un plan stratégique qui risque de plonger le... c'est ceux qui, en tout cas, ont la possibilité de prendre les meilleures décisions au PDCI présentement. Ce sont les responsables du PDCI. Bien. C'est vrai qu'il y a certains membres du bureau politique du PDCI qui ne sont pas d'avis avec cette manière de voir les choses, qui aimeraient qu'il y ait d'autres plans tels que, par exemple, Valérie Yapo. Elle est membre du bureau politique du PDCI. Bien. Mais ils sont combien comme elle qui mènent ce combat au quotidien? Bien. Face aux autres membres du bureau politique. Merci. Aïcha Diarra, présidente des journalistes d'investigation du Nord de Côte d'Ivoire. Merci d'être intervenue chez nous, Aïcha. Merci à vous. Merci. On se tourne vers l'actualité malienne maintenant, Mamadi Dian. Au Mali, de figures de l'opposition ont disparu dans des circonstances alarmantes. Abba Alassane et El Bachir Thiam ont été enlevés jeudi dernier à Bamako et à Kati par des hommes armés et masqués. Oman Rachoch, je le rappelais tantôt, parle de disparition forcée. Aucune trace dans les commissariats ni de communication officielle claire. Le climat politique malien est-il en train de franchir un nouveau cap? Un nouveau cap, Abdallah. On le disait même cette semaine, je crois que c'était le week-end dernier. En tout cas, le début du week-end dernier, on parlait de cette situation alarmante au niveau du Mali, où les autorités de la transition ont déjà suspendu toute activité des partis politiques. Je crois que tout a découlé de là aujourd'hui, et quelques jours après, voire même le lendemain de cette suspension, il devait se tenir une manifestation de grande envergure, il faut le dire. Alors, des contestations de cette décision, les voix se sont levées, des politiques, de la société civile encore. Alors, il y a eu quelques-uns qui ont été, en tout cas, portés disparus jusque-là. C'est le cas que vous venez tout à l'heure de citer, d'évoquer El Bachir Thiam. C'est un jeune militant du parti Yelena, et aussi Alassane Abba, il est aussi cadre du parti CODEM et figure de l'opposition. Ils ont été enlevés, et pour aujourd'hui, Women Watch Right, donc cette institution, cette organisation internationale le dénonçait, le rappelait. Pour le moment, il n'y a pas vraiment eu de nouvelles de ces deux disparitions ou de ces trois disparitions de ces figures politiques et société civile malienne, ce qui est tout à fait inquiétant, voir la situation du pays aujourd'hui, Abdallah. Très important, il faut le rappeler, cette situation. Mais il y a un autre aspect qu'il faille souligner. Le CNT a pris une décision, pas des moindres. Une décision audacieuse, Abdallah, qui est intervenue même hier. Je crois que vraiment la politique malienne traverse aujourd'hui
tout à fait une autre histoire. Une autre histoire. Alors le CNT, vous le rappeliez tout à l'heure, a d'abord avec 130 voix pour des abstentions dans les mesures de l'organe législatif installé donc par les militaires au pouvoir depuis maintenant plusieurs années. Il y a eu la semaine dernière la junte qui a déjà suspendu, nous le rappelions tout à l'heure, les activités des partis politiques. Alors tout a découlé de là, et pour le pouvoir aujourd'hui prendre cette décision, c'est justement l'abrogation de cette loi de n'est pas en tout cas en cause d'existence des partis politiques aujourd'hui. Abdallah, ça ne s'inscrit pas dans cette logique-là, mais c'est une volonté aujourd'hui d'arrêter ce qu'ils ont appelé, les autorités, ce qu'elles ont appelé la prolifération des partis politiques au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Du Mali. Du Mali plutôt. Oui. Voilà, et donc Abdallah, il y a eu plus de 300 partis politiques qui ont été recensés aujourd'hui du côté de Mali. C'est comme le cas de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il ne faut pas en discuter, c'est vrai, mais la décision est prise pour contrecarrer cette prolifération justement des partis politiques. Abdallah, plus de 300 partis politiques, vous imaginez. Ce n'est pas peu. Mais ce n'est pas peu. Il est en ligne déjà, Issa Oumar Togola, il est journaliste malien depuis Bamako. Merci d'intervenir chez nous. Merci. Bienvenue sur Kavi Média. Et Issa, il faut le dire, que sait-on exactement à cette heure des circonstances dans lesquelles Abba Alassane et El Bachir Thiam ont été enlevés? Alors, ce que nous savons aujourd'hui de l'enlèvement de ces deux personnes, ces deux figures de la scène politique malienne, c'est que les deux enlèvements se sont faits de la même manière. C'est-à-dire des hommes encagoulés qui viennent armés à bord de véhicules et qui les embarquent de force et ils les amènent. Et ce sont des véhicules qui ne sont pas immatriculés et ils ne se présentent pas en général. Et puis voilà, ces personnes disparaissent dans la nature. Donc, Alassane El Bachir Thiam, lui, c'est un jeune, comme vous le savez, un jeune de Yéléma. Yéléma, c'est un parti aujourd'hui qui gagne en popularité au Mali à cause notamment de son président qui est Moussa Mara, qui multiplie des sorties, qui se montre de plus en plus convaincant de par sa vision des choses. Donc, Al-Bachir a rejoint ce parti il n'y a pas trop longtemps, mais il commence à faire entendre sa voix et il est de plus en plus écouté. Et il faut mettre il faut mettre les choses dans leur contexte également parce que le mercredi passé, il avait rencontré les femmes de Kati. Et Kati, pour ceux qui ne savent pas, Kati, quand même, c'est la ville garnison, là où habitent les militaires qui sont au pouvoir. Donc, il avait rencontré des femmes là-bas, leur parlant des droits de l'homme et puis le retour à l'ordre constitutionnel, etc. Et c'est ce qui a précédé cette arrestation. Et pour Monsieur Alassane Abba, par contre, lui, il a été enlevé à Bamako dans son domicile. Il a été, d'après les informations qu'on a pu avoir venant de son entourage, quand même, il a été arrêté par ces hommes avec un véhicule non immatriculé. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ces deux personnes sont. Mais en tout cas, le modus operandi est connu, donc on soupçonne quand même qu'ils sont avec les autorités. Et c'est la situation actuelle. En tout cas, les deux parties, les parties de ces deux personnes quand même sont en train de multiplier des sorties, appelant aux autorités de relâcher ces deux personnalités. Bien. Alors, comment se porte l'atmosphère politique au Mali, d'autant plus qu'il y a eu auparavant aussi plusieurs figures de l'opposition qui ont été emprisonnées. Il y a certains qui sont en exil. Comment se porte la classe politique de manière générale? De manière générale, aujourd'hui, on constate quand même que le silence commence à grandir et peut-être va continuer à grandir, surtout avec la suppression de la charte des partis politiques, parce qu'on sait quand même que ces dernières semaines, quand même, les hommes politiques avaient commencé à gagner en confiance et commencé à mobiliser les gens et commencé à appeler au retour à l'ordre constitutionnel. Et il y a eu même quelques petits mouvements et comme vous le savez déjà, le vendredi dernier, il devrait y avoir une grande manifestation au boulevard de l'Indépendance appelant au retour à l'ordre constitutionnel et également au rétablissement de l'électricité parce qu'aujourd'hui le Mali est confronté à ce problème. Et ça, tous ces mouvements qui étaient en gestation ou qui étaient en cours quand même sont suspendus à cause
notamment de la suppression de la charte des partis politiques. Donc aujourd'hui, quand même, c'est le silence qui prévaut. En tout cas, il y a eu quelques petites réactions venant de la classe politique montrant un peu leur désaccord ou leur mécontentement. Mais sauf qu'il ne peut pas y avoir grand-chose avec cette suppression parce que c'est désormais illégal d'organiser des mouvements ou des manifestations venant des partis politiques. Donc aujourd'hui, quand même, leur champ d'action s'est réduit de plus en plus. Et c'est ce silence qu'on commence à constater parce qu'il y a beaucoup qui avaient prévu des mouvements et qui ont fini par les suspendre à cause de cette décision, qui a d'ailleurs été adoptée par l'organe législatif qui est le CNT hier lundi. Bien. Issa Omar Togola, nous allons vous garder, on va aller en pub et derrière on se retrouve pour discuter, continuer à échanger sur cette actualité majeure. Deux figures de l'opposition et qui sont portées disparues depuis plusieurs jours du côté du Mali. On vous garde et derrière on se retrouve pour poursuivre ce débat. Issa. La pause. D'accord, avec plaisir. La pause. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. CIAC, votre partenaire d'excellence en gestion et développement. Nous sommes plus que des consultants, nous sommes votre allié stratégique à chaque étape de croissance. Des études de faisabilité de vos projets aux évaluations d'impact environnemental et social, nous fournissons des informations qui favorisent un succès durable. Nos stratégies sur mesure aident les entreprises, grandes et petites, à optimiser leurs ressources et à accélérer leurs résultats. Grâce à des programmes de formation spécialisés, nous permettons à vos équipes de diriger en toute confiance en développant des compétences essentielles comme la gestion de projet et l'intelligence émotionnelle. Quel que soit votre secteur, industrie, mine, commerce, BTP, CIAC est là pour transformer votre vision en résultats mesurables. CIAC, votre partenaire de confiance pour une réussite durable. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire,
Comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Merci de nous rejoindre dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Le Scanner, nous sommes encore ensemble pour environ 30 minutes de débat. Il est déjà en ligne avec nous. Nous parlons de cette actualité au Mali de figures de l'opposition ont disparu dans des circonstances alarmantes. Abba Alassane et El Bachir Thiam qui ont été enlevés jeudi dernier à Bamako et à Kati par des hommes armés et masqués. Oui, au bout du fil. Issa, oui, on parlait de cette actualité. Vous avez quand même présenté l'atmosphère aujourd'hui du côté du Mali, mais Ouman Rachroch a tiré la sonnette d'alarme. Mais comment réagissent les autorités maliennes face à ces accusations, si on peut les appeler comme ça, entre griffes, accusations? Oui, aujourd'hui, on peut savoir un peu la position ou peut-être le sentiment des autorités maliennes face à cette déclaration ou ces accusations, comme vous le dites. Mais actuellement, quand il n'y a pas une déclaration officielle venant des autorités, mais il y a quand même eu quelques réactions venant des soutiens de la transition, ce sont des personnes souvent qui ont la même position que les autorités. En général, ce sont eux qui font les premières sorties, qui réagissent. Et souvent, il y a des décisions où il y a des déclarations qui suivent. Donc, ce sont ces quelques personnes qui ont pu réagir quand même, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont dénoncé ce rapport, en qualifiant d'ailleurs Human Rights Watch d'outils de guerre ou de déstabilisation des pouvoirs. Donc aujourd'hui, quand il n'y a pas une déclaration officielle, mais on peut connaître la position un peu des autorités à travers ce soutien-là, qui sont d'ailleurs très très proches des autorités et qui ont des informations fiables souvent, même si elles ne sont pas rendues officielles. Alors Issa, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui ce qu'envisage notamment la classe politique pour répondre un peu sur cette situation du côté du Mali? Ce que traversent aujourd'hui les Maliens? Comme je le disais tantôt, la marge d'action de la classe politique est très très mince aujourd'hui, surtout avec la suppression de la charte des partis politiques. Oui. Et bien avant cela, c'était la suspension des activités des partis politiques. Donc aujourd'hui, même une petite conférence de presse ou un point de presse aujourd'hui est interdit. Donc à part peut-être des quelques publications ici et là, je ne vois pas assez que la classe politique peut faire, parce que organiser quoi que ce soit aujourd'hui sera peut-être traduit comme un affrontement ou peut-être un bras de fer avec les autorités, et tu peux te faire arrêter facilement. Donc je ne vois pas qu'est-ce que la classe politique peut faire concrètement, à part peut-être des quelques déclarations individuelles. Bien. Issa, est-ce que l'enquête annoncée pour vous, vous qui vivez de ce côté, vous vivez à Bamako, le rappel il est important, est-ce que l'enquête annoncée est crédible ou simplement destinée à calmer les ardeurs ou l'opinion publique? Bon, pour nous, Maliens, on est habitués avec des enquêtes qui sont toujours annoncées. Et comme vous l'avez dit, moi, je le vois de cet angle également. C'est pour calmer les jeux, c'est pour montrer un peu, c'est pour dire que les autorités ont la bonne volonté de rétablir la vérité, de mettre la lumière sur certaines situations qui inquiètent la population. Mais en général, ce sont des enquêtes qui sont toujours ouvertes et qui n'aboutissent jamais. Il n'y a jamais de résultats. Et donc, ça, c'est quelque chose auquel les Maliens sont habitués déjà depuis plusieurs années. Donc, ça
ça va être quand même surprenant de voir qu'il y ait un résultat après enquête. Donc, c'est quelque chose auquel on est habitué en fait. Donc, du coup, c'est pour calmer les jeux, moi je dirais. Bien. Alors, Omar, on le sait très bien que depuis un bon bout de temps, une des figures les plus influentes de la vie sociopolitique, en tout cas ces derniers temps, au Mali, est en Algérie, en exil. Je vais parler de l'imam Dicko. Dites-nous quelle est sa dernière réaction face à cette évolution de la situation sociopolitique malienne. La position de l'imam n'a jamais changé. Hein. Toutes les sorties qu'il a fait, il a toujours demandé quand même au retour à l'ordre constitutionnel, le risque que peut avoir une transition prolongée. En tout cas, ce sont pratiquement les mêmes discours avec toujours les mêmes réactions. Et même sa dernière sortie, c'était un peu le cas parce qu'aujourd'hui, quand même, il est persona non grata. Ici au Mali, il ne peut pas retourner parce qu'il risque un peu gros. Donc, lui, sa position est inchangée. Depuis qu'il est parti en Algérie, les autorités ont toujours vu en lui quelqu'un qui cherche à déstabiliser le pouvoir parce que l'Algérie aussi a ses petits soucis avec le Mali. Et surtout, lui, il était parti pour une rencontre qui avait également des invités qui étaient des chefs rebelles du Mali. Donc, sa position est très compliquée et aujourd'hui, bien avant même son départ pour l'Algérie, il avait toujours défendu cette position et appelant les autorités à mettre fin à la transition et bien sûr, en demandant également aux autorités de mettre l'accent sur des priorités des Maliens qui sont d'ailleurs la fourniture d'électricité et d'autres besoins tels que les questions d'emploi et autres. Donc, c'est pratiquement un discours inchangé, on va dire. Issa Omar Togola, journaliste malien depuis Bamako, qui intervenait sur cette actualité, la disparition inquiétante de deux figures marquantes de la politique malienne. Merci d'être intervenu sur nos antennes, Issa. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci. Alger n'a pas de problème qu'avec le Mali, il faut le dire Mamadou Dian. Sur le plan diplomatique, l'atmosphère se crispe à nouveau entre Paris et Alger. L'Algérie expulse plusieurs fonctionnaires français jugés en situation irrégulière. La France promet une riposte rapide. Ce nouvel épisode marque-t-il une rupture durable entre les deux capitales ? Abdallah, c'est compliqué de le dire puisque cette expulsion semble être aussi une autre étape entre les deux nations directement avec des tensions très récentes, notamment l'arrestation en France d'un agent consulaire algérien qui est en tout cas accusé d'être impliqué justement dans l'enlèvement d'un opposant politique, il faut le dire. Donc elle reflète aujourd'hui une volonté d'Alger un peu de réaffirmer sa souveraineté et surtout de protester ce qu'ils appellent contre ce qu'ils considèrent plutôt comme des ingérences politiques françaises au niveau de la politique algérienne, Abdallah. Bien, est-ce un simple acte administratif ou un geste à forte portée politique? Il s'agit ici clairement de ce que nous comprenons et de ce que nous voyons, Abdallah, d'un geste à forte portée politique parce que ces derniers temps, il y a eu vraiment un secours politique entre les deux, de l'expulsion des agents vers l'Algérie, des citoyens vers l'Algérie, mais aussi des Français également. Alors, bien que l'Algérie aussi invoque des irrégularités administratives dans leur façon de faire, telles que l'absence d'agrément préalable pour certains agents, aujourd'hui, Abdallah, le contexte et le timing de cette décision suggère nettement une réaction politique au niveau des Français, mais aussi perçue comme vraiment d'hostile en quelque sorte pour les Français, cette situation. Yaya Diallo, l'Algérie évoque des agents envoyés de manière irrégulière. C'est le terme utilisé. Qu'est-ce que cela signifie concrètement sur le plan diplomatique entre Alger et Paris ? Alors, quand on parle de manière irrégulière, parce que l'Algérie est allée plus loin pour dire qu'aucune notification officielle n'a été présentée en ce qui concerne. Je parle d'agrément là. En ce qui concerne ces agents diplomatiques, pour que l'Algérie puisse être située sur le pourquoi la présence de ces agents qu'on a considérés de l'autre côté comme étant des agents renforts. Alors, des agents renforts selon Paris, des agents renforts qui sont issus du ministère de l'Intérieur français. Alors,
quand on parle de illégalité, ça veut dire tout simplement que c'est dans des conditions absolument douteuses que ces gens-là ont dit quand même, disons, s'infiltrer ou s'introduire au niveau du territoire algérien. Et vous savez très bien que quelquefois, les diplomates qu'on essaie d'amener, voire même des journalistes à travers certaines puissances, c'est des choses qui sont, disons, vérifiées, contrôlées, pour ne pas que ces gens-là puissent être, disons, des agents qui sont en mission. Ou des choses soumises à des procédures. Justement, pour ne pas que ce soient des agents qui sont venus justement pour espionner l'Algérie. Vous savez très bien que cette crise politico-diplomatique date depuis un bon bout de temps. Et la dernière fois que cette crise a pris quand même une autre allure, c'est quand la France avait pris la position officielle en ce qui concerne, disons, l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Donc, dès l'instant que la France avait affiché sa position sur le Sahara occidental, l'Algérie avait pris ses distances et avait considéré cela comme étant une déclaration de guerre, d'autant plus que l'Algérie aussi comptait à l'international, c'est très important, sur la France en ce qui concerne cette bataille entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara occidental. Les États-Unis l'ont reconnu à travers le Maroc, en disant que c'est le Maroc qui a ce qu'on appelle ses droits de souveraineté sur le Sahara occidental. C'est le cas aussi en dernière position d'Israël aussi, qui avait justement reconnu tout cela. Donc à l'international, on peut dire que le Maroc, même si on peut considérer cela comme étant un deal, le Maroc quand même a pu s'arranger pour que les voix les mieux portantes puissent reconnaître justement l'appartenance du Sahara occidental au Maroc. Donc l'Algérie a considéré cela comme une trahison. Et bien finalement, vous vous rappelez de l'emprisonnement de ce journaliste qu'on appelait Blum Sansal, qui, il faut le rappeler, était considéré comme étant aussi un des plus proches, bien qu'il soit algérien, mais qui considéré comme étant un proche de la France. Finalement, la France avait fait, disons, entamé plusieurs démarches pouvant permettre à la libération de Sansal. Finalement, sa liberté n'a pas été obtenue. Et je crois que la crise, finalement, elle continuait de s'alléger. Et tout récemment, c'est en avril que cette rencontre a pu avoir lieu entre les deux chefs d'État, qu'on considérait comme étant un début du dénouement de cette crise-là. À la surprise générale, on s'est rendu compte que plus d'une dizaine d'agents, puisqu'encore une fois, il faut le rappeler, le nombre exact n'est pas révélé, encore que officiellement, justement, cette expulsion n'a pas été rendue publique. Bien. Voilà, donc il faut préciser toutes ces choses-là. C'est à se demander jusqu'où iront ces deux États-là. Quand en tout cas, nous savons que ce sont des États qui partagent quand même une histoire commune à un certain niveau. Nous avons plusieurs binationaux qui sont des Algériens et des Français à la fois, mais aussi qui sont des Français et des Algériens à la fois. Donc je pense que ce sont des situations qui préoccupent aussi ces deux peuples qui sont en commun un passé, disons, sociopolitique. Puisque tu parles de préoccupation, aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle brouille diplomatique remet-il en cause le respect des protocoles diplomatiques entre les deux pays? Est-ce que cela remet fondamentalement, vous vous rappelez très bien qu'à un certain niveau, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur au niveau de la France pour consultation, et la réciprocité a été aussi appliquée par la France. Actuellement, l'ambassade française en Algérie est géré par le chargé d'affaires. Donc ça veut dire que l'ambassadeur lui-même est en France pour consultation. Ça veut dire tout simplement que c'est une crise qui s'alise. Finalement, il y a eu disons, des rebondissements qui a surpris plus d'un, parce que les gens pensaient que les tractations étaient en cours qui pouvaient permettre de normaliser cette tension diplomatique entre la France et l'Algérie, mais on se rend compte que c'est une crise qui continue et qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Bien. Est-ce que, Guyan, peut-on considérer cette expulsion, vous le rappelez tantôt, et elle a déjà développé, comme une suite logique dans une relation historiquement compliquée? Une histoire historiquement compliquée, très douloureuse que partagent les deux pays. Abdallah, il faut donc le dire. L'histoire franco-algérienne sont marquées d'une histoire coloniale très douloureuse, j'y arrive.
et des différends persistent également aujourd'hui. Yaya le rappelait tout à l'heure. Donc les tensions actuelles entre les deux pays, Abdallah, exacerbées donc par des désaccords, des questions régionales, ainsi de suite, comme le Sahara occidental aujourd'hui, s'inscrivent donc dans cette continuité de relations plutôt bilatérales très complexes aujourd'hui que partagent les deux pays, comme Yaya le rappelait tout à l'heure avec le rappel de l'ambassade française et réciproquement aussi. Réciproquement. Du côté français, la réaction, si je dois reprendre encore les termes, va être immédiate. Que peut faire concrètement Paris? Alors là, la réponse a été immédiate. En tout cas, Paris a promis une réponse très immédiate et très fermée, en tout cas en ce qui concerne les proportionnés. Concrètement, Abdallah, ce que pourrait inclure cette, disons, expulsion diplomatique algérienne, c'est aujourd'hui le rappel de l'ambassade française en Algérie. Il faut donc mettre un accent là-dessus, ou encore la suspension de certaines coopérations bilatérales entre les deux pays, parce qu'il y a eu des suspensions, des accords entre les deux pays, donc chacun essaie de se méfier donc pour préserver peut-être sa souveraineté, comme le disaient certains. Alors de telles mesures, Abdallah, certainement viseraient à exprimer le mécontentement français, tout en tenant de préserver les canaux diplomatiques ouverts entre les deux pays aussi. Il y a lequel sont, en tout cas selon vous, vous l'avez analysé, le contexte, rappelé l'histoire, quels sont selon vous les enjeux cachés derrière ces tensions? Les enjeux, ce sont des enjeux géopolitiques. Vous savez très bien que le Sahara occidental, de par sa position géopolitique, le nord par le Maroc, le nord-est par l'Algérie, nous avons la Mauritanie de l'autre côté. Alors, l'Espagne aussi, qui est l'ancienne colonie de cette partie de l'Afrique l'Afrique de l'Est, l'Afrique nord-est, il faut le rappeler comme ça. Et il y a des enjeux géopolitiques qui concerneraient notamment l'Algérie qui comptait entièrement sur la France. On a rappelé cette histoire à la fois belle mais aussi douloureuse entre la France et l'Algérie. Et bien finalement, parce que cette mosaïque quand même culturelle, sociale entre les deux États, vous ne pouvez pas vous en rendre compte, c'est des peuples imbriqués. Donc ça veut dire tout simplement que il y a des enjeux géopolitiques qui pouvaient justement concerner l'Algérie, qui comptait beaucoup plus sur la France. Maintenant que c'est officiel, la France a pris position contre l'Algérie, donc pour le Maroc. Et donc je pense que l'Algérie aujourd'hui se considère comme étant abandonnée, mise en minorité, et qui a perdu de facto cette lutte face au Maroc. Donc voilà aujourd'hui l'enjeu, et je pense que finalement il y a cette histoire coloniale qui revient à tout bout de champ, comme quoi jusqu'à présent la France continue d'une manière ou d'une autre de s'ingérer dans les affaires politiques internes de l'Algérie. Et une chose que les autorités algériennes ont dit de ne plus pouvoir accepter. Alors, est-ce que cela va pouvoir continuer? Parce que vous savez très bien que la France aussi, c'est pas qu'en Algérie, la France elle est toujours accusée à bien des égards dans certains États de vouloir, disons, s'ingérer jusqu'à la politique interne, jusqu'à la prise d'un certain nombre de décisions. Alors je pense que cette situation, vous savez, quand ça se passe comme ça, c'est une façon d'exprimer aussi sa souveraineté. C'est une façon pour l'Algérie d'exprimer sa souveraineté et de dire attention, nous sommes un État souverain, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Forcément, il y a un dialogue. Je vais rester avec vous et cette fois on va parler de ce bras de fer. Après des mois de bras de fer, les États-Unis et la Chine décrètent une trêve commerciale de 90 jours à partir du 14 mai. Objectif, selon les communications officielles, apaiser les tensions douanières qui pèsent lourdement sur l'économie mondiale. Mais question, derrière l'annonce, que faut-il vraiment lire? S'agit-il d'un apaisement durable ou d'un simple sursis tactique? Les deux à la fois. Vous savez très bien qu'à quelque chose de malheur est bon. Peut-être les deux gens se sont rendus compte que la perte, elle est mutuelle, mais aussi elle est dangereuse dans l'avenir, parce que tout simplement, c'est les marchés mondiaux de manière générale qui ont été affectés. Et nous savons très bien que ce sont les deux grandes puissances commerciales, militaires, économiques à travers le monde. Forcément, il y a eu quelquefois de pertes
au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine, mais aussi le monde de manière générale. Alors finalement, ils se sont rendus compte que je crois que la première rencontre a eu lieu le 5 avril passé. C'était en Chine. Après, il y a eu justement cette rencontre formelle qui a été organisée au niveau de Genève, où les deux parties se sont rencontrées. Au niveau américain, c'est à travers le secrétaire au Trésor, qui a représenté les États-Unis, mais aussi le ministre du Commerce américain. Alors, de l'autre côté aussi, c'était le vice-premier ministre et le ministre du Commerce qui se sont entendus. À huis clos, il faut le rappeler, à huis clos, ils ont discuté, ils se sont entendus justement de suspendre cette guerre commerciale. Alors, cette guerre commerciale qui, quand même, a frisé la folie, parce que c'est à se demander, effectivement, que voulaient ces deux parties, parce qu'on ne peut pas accuser non plus les États-Unis, bien que ce sont les États-Unis qui ont déclaré la guerre presque à tout le monde, y compris la Chine. Mais ce qu'il faut signaler, c'est que la Chine est par endroit le premier partenaire commercial des États-Unis. Je ne sais pas si l'administration Trump avait se penché sur toutes ces questions-là avant de prendre une telle décision. Alors, ça veut dire que si les droits des douanes qui ont été quand même revus jusqu'à 45% par les États-Unis, donc réciproquement aussi à 120% par la Chine, ils se sont rendus compte que finalement, les pertes sont là pour les deux États, et que si ça continue comme ça, le monde risquait de s'effondrer économiquement. Alors finalement, ils se sont rendus compte que chacun, je crois qu'il faut le rappeler, a mis de l'eau dans son vin. Ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas continuer comme ça, parce que de facto, ça permettait aussi de l'autre côté l'euro, la monnaie européenne, de gagner du terrain. Et pourquoi pas aussi le yuan, la monnaie chinoise aussi, à dégrimper. Donc, ce qui pouvait justement amener à la dédollarisation de la monnaie mondiale, que nous connaissons très bien, le dollar. Alors, les États-Unis se sont rendus compte qu'effectivement, il y a une dégringolade dans ce qui concerne, disons, les bourses américaines, en ce qui concerne l'évolution du dollar. De l'autre côté, il y avait la monnaie chinoise aussi qui grimpait, mais aussi l'euro aussi qui grimpait. Alors, les Chinois aussi perdaient beaucoup plus, parce que vous savez, comme je l'ai dit ici, le premier partenaire commercial de la Chine, c'est les États-Unis. Beaucoup le disaient dans les années passées que c'était quand même un deal entre la Chine et les États-Unis. On vous accorde sur un certain nombre de choses, de pourcentages, pour que vous puissiez, à notre place, exercer un certain nombre de choses, mais en contrepartie, exercer ce commerce international à travers la monnaie américaine. Donc, ce qui pouvait justement, de manière substantielle, permettre aux États-Unis de pouvoir effectivement remplir leurs caisses. Alors, dans tout cela, Donald Trump vient pour nous dire attention, dans cette négociation ou dans ces échanges commerciaux, la Chine gagnait beaucoup plus les États-Unis, et que par conséquent, il fallait carrément revoir tout cela. Et finalement, on n'a pas attendu qu'il y ait des négociations. Les Américains se sont mis justement à la tâche en augmentant de manière exponentielle les droits des douanes. Et bien finalement, nous avons connu ce que nous avons connu. Et bien, conséquence positive directe, c'est qu'aujourd'hui, la bourse du Hong Kong a augmenté de 3% de son revenu, et le dollar aussi a commencé à reprendre un peu son cours normal. Donc c'est pour autant dire que c'était une guerre quand même qui, au-delà de ces deux puissances, qui guettait aussi l'économie mondiale. Ah bien, l'économie mondiale, comme vous le dites, on se pose encore cette question. Quelles étaient les revendications ou exigences concrètes des deux camps avant même l'ouverture de cette trêve? Exactement, Abdallah, les deux camps avaient des exigences. Quand on prend du côté donc des États-Unis, il y a ce qu'on appelle la réduction du déficit commercial aussi, avec donc la chaîne Washington qui se rapproche un peu plus de Pékin, et d'inonder le marché américain avec des produits à moindre coût, à bas coût. Donc Abdallah, il y a également l'autre chose qui s'est impliquée. Il y a ce qu'on appelle la meilleure protection de la propriété intellectuelle aussi du côté donc des États-Unis. Alors les États-Unis accusent déjà la Chine de vol technologique. Donc vous voyez ce que ça fait. Donc il y a également l'autre chose qui s'apparente, c'est l'équité dans l'accès au marché chinois aussi, notamment quand on prend pour les entreprises américaines du numérique et l'agriculture, ou encore de l'automobile, Abdallah, qu'on pourrait justement envisager. Alors, il y a des réformes de subventions d'État aussi qui se sont invitées, les Chinois, à leur entreprise jugée déloyale, donc la concurrence. Alors, côté Chine,
ce qu'on pourrait attendre ou ce qu'exigeait d'ailleurs la Chine, c'est la levée des droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis sur des centaines de milliards de dollars, effectivement, des produits chinois. L'autre chose, c'est justement ce respect de la souveraineté économique aussi de la Chine. Quand on prend l'exemple sur le monde technologique, on prend l'exemple sur le Huawei, c'est-à-dire les téléphones Huawei qui étaient la marque Huawei, excusez-moi, et qui était donc interdit du côté des États-Unis d'Amérique. Il y a également la suspension, ou même si ce n'est pas la suspension, en tout cas ce qui est envisagé par la justice américaine avec la suspension de réseau social TikTok aussi. Oui. Donc voici entre autres, Abdallah, des conséquences néfastes entre ces deux pays. Bien, on va en tout cas aller revenir en profondeur sur ce sujet, Diallo, mais avant de rendre l'antenne, aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler l'avant-trêve? Parce qu'il y a encore des jours. Est-ce que les choses peuvent changer d'une minute à l'autre? Je suis de ceux qui pensent que la nuit porte conseil pour ces deux États. Je me suis rendu compte que c'était quand même une guerre dont personne ne pouvait prévenir l'issue. Et je pense qu'au regard de ce qu'on a entendu de ces deux camps, puisqu'on a écouté tous les deux camps, les représentants de deux pays, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous conscients que c'était quand même une folie de trop et que la perte, elle était là, elle était mutuelle, elle était réciproque pour les deux États. Je pense qu'ils se sont entendus. J'ose croire qu'ils se sont compris que ce sont les deux géants. Et quand les deux géants se battent, finalement, les pertes vont aller au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Et j'ose croire que c'est une trêve qui sera définitive pour pouvoir justement permettre au monde de mieux bouger et à l'économie mondiale aussi de mieux fonctionner. Merci. Merci à Diallo. Merci Mamadou Diallo. Merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour. À vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain. Même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Cavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique.